Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Je viens donc vous parler du tome 2 de la trilogie Les Enfants du Désastre, à savoir Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans ce tome-ci, on est en février 1927. Marcel Péricourt, fondateur et dirigeant de la banque Péricourt, meurt. Il renomme ses obsèques. Et donc, ce jour-là, il y a donc sa fille Madeleine qui est présente. Tout le cérémonie allait bien débuter jusqu'au moment où chute du deuxième étage Paul Péricourt, le fils de Madeleine, qui tombe donc sur le cercueil de son grand-père. Et à partir de là, donc Paul va se retrouver paralysé des deux jambes. Et à partir de ça, de fil en aiguille, Madeleine va se retrouver à tout simplement vivre. Enfin, certains vont abuser de sa gentillesse et elle va se retrouver à devoir tout perdre, maison, fortune, tout. Mais cela ne va pas l'arrêter parce qu'elle a décidé de se venger de ceux qui lui ont tout simplement fait du mal, de ceux qui ont tout simplement déclassé et abusé d'elle. Tout ça sur un fond de changement en Europe avec la montée de certaines idéologies qui vont justement amener à la Seconde Guerre mondiale plus tard. J'ai écouté ce tome-ci en livre audio et je me suis souvenu pourquoi j'avais du mal à finir Au revoir là-haut. C'est que par moments ça paraissait très long, surtout vers la fin. J'avais vraiment hâte d'une chose, c'est que ça se termine. On dirait pas comme ça, mais le livre fait 540 pages. Donc évidemment, il se passe des choses. Évidemment, c'est l'écriture de Pierre Lemaitre. Je sais pas ce que ça donne pour ses autres romans, si c'est autant amené en longueur, etc. Mais il va vraiment dans le descriptif, dans le... Pierre Lemaitre va vraiment dans les petits détails, genre quand une personne va touiller par exemple son café, telle personne va touiller son café tout en regardant, en pensant à ceci, cela. Les vagues de son café lui font rappeler ceci, cela. Il va vraiment dans des détails, des fois dans les trucs qui peuvent paraître anodins. Donc ce qui fait que ça rallonge pas mal des fois par moment. Ouais, des fois c'est vraiment cette impression là, je dis pas qu'il fallait les enlever. Mais en tout cas, c'est en fait, je crois, l'écriture de Pierre Lemaitre, je suis peut-être pas habituée. Je me base sur Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie. Je n'ai pas lu ses autres romans. Je sais qu'il me restera le tome 3, là, donc le Miroir de nos peines à lire pour finir la trilogie des Enfants du Désastre. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut pas être long. Mais j'étais vraiment contente en tout cas de le terminer. Donc comme je vous disais, on est en 1927 jusqu'en 1932. Et en fait, on a vraiment l'entre-deux-guerres, mais plus proche du début de la Seconde Guerre mondiale, où justement tout ce qui est avancées technologiques pour tout ce qui est lié à l'armement vont évoluer. La montée de certaines idéologies, notamment en Allemagne et en Italie, c'est les deux qui remontent le plus souvent. Évidemment, il y avait l'idéologie communiste en Russie qui monte aussi, là c'est la montée du communisme, mais surtout les idéologies, je ne vais pas dire les noms parce que je ne vais pas avoir de problème avec YouTube, en Italie et en Allemagne qui vont surtout fleurir. On sait parfois peut-être plus l'Italie par moment, mais c'est surtout ceux-là qui reviennent le plus. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment bien amené. On sent vraiment que le monde change, que la Première Guerre mondiale a eu lieu, qu'on n'espérait pas d'autres, donc évidemment, il faut être vraiment de se défendre, etc. Il va y avoir tout ce qui est lié au système bancaire, parce qu'il y a évidemment cette histoire de la fameuse crise de 1929 qui a eu lieu. Entre temps, il y a plein de choses comme ça qui sont amenées, vraiment l'atmosphère ambiante qu'il y a entre cette histoire d'entre-deux-guerres, qui est beaucoup à mener également. En faisant la chronique, je me suis rendu compte que il y a un sujet qui est très, je dirais pas récurrent, mais c'est beaucoup la place de la femme. J'ai l'impression que c'est un truc qui est amené, qui est un peu mis en avant aussi. Évidemment, le personnage qu'on suit, c'est notamment Madeleine Péricourt. Donc c'est un peu normal, je pense qu'il y a un peu cette vision de, comment dire, de la place de la femme qui est mise en avant. On a Madeleine qui, certes, c'est la fille d'un grand banquier, mais qui ne travaille pas, qui est riche, qui n'a pas eu à se soucier des fins de mois, qui n'a pas vraiment conscience de comment évolue le monde en dehors de chez elle. Donc, de mon point de vue, elle a développé une forme de naïveté qui fait que certains, notamment des hommes, ont su abuser d'elle. Notamment
sur comment placer son argent et autres. C'est ce qui fait évidemment que tout ça va l'amener à sa perte, hein, Madeleine. Mais quand elle décide de mettre en place une vengeance, elle va le faire avec tout le côté féminin qu'elle a, tout ce côté frêle, mais avec force, conviction, et avec évidemment tous les moyens qu'elle a à sa disposition, et en s'entourant, on va dire, je dirais pas des bonnes personnes, mais des personnes dont elle sait qu'elles pourront qui pourront lui être bénéfiques, notamment qui pourront, je dirais qu'il n'y a pas forcément des choses à en gagner, mais qu'elle sait qu'en utilisant ces personnes-là, elle va pouvoir gagner quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup remarqué chez Madeleine, parce qu'elle sait tourner les mots, elle sait tourner des phrases qui vont la mettre en son avantage, en effet, et elle sait creuser, etc. C'était vraiment ça que j'ai aimé le plus chez Madeleine. Évidemment, au cours de l'incendie et la suite de Au revoir là-haut, on retrouve évidemment des personnages du tome 1, donc Madeleine Péricourt, son père Marcel, même s'il meurt au début du roman, enfin, tout simplement, c'est ça le début du roman. Il y a un personnage, j'avais oublié l'existence, c'est Monsieur Dupré. Il est très important dans ce roman-là, mais j'ai totalement zappé qu'il était comment dire, un collègue de l'entreprise de Pradel. Enfin, l'un des bras droits de Pradel dans le tome 1. Je l'ai totalement oublié, lui. Mais en tout cas, si Pierre Lemaitre n'avait pas fait de rapprochement, j'aurais totalement zappé le lien. Je vais pas vous mentir. Mais il y a en effet deux autres personnages qui sont mentionnés. Le premier, c'est Édouard, au tout début. Quand Paul se jette, on disait espérons qu'il est pas mort et tout, mais Édouard il est mort pendant la guerre et tout. Non, là c'est le petit Paul, machin. Il est mentionné uniquement là. Et à un moment, Pradel revient. Ah oui, il a fini en tôle, hein, pour ceux qui auraient oublié le tome 1. Il revient, il veut de l'argent à Madeleine, sauf qu'évidemment, là on n'a plus. Voilà. Lui, je pense, serait bien passé pour le coup. Clairement. Alors Pradel, c'était je crois le personnage que j'ai appris à détester dans le tome 1. Donc bref, on s'en serait bien enfin je m'en serais bien passé. En parlant du tome 1 d'ailleurs, j'ai l'impression que Cours de l'incendie peut être lu indépendamment du tome précédent. C'est-à-dire que dans le tome 1, on va beaucoup être concentré sur Albert Maillard, Édouard Péricourt et Pradel. Même si Marcel Péricourt a un peu d'importance aussi dans le tome précédent. Là on est beaucoup plus focalisé sur Madeleine qui avait vraiment un rôle plus mineur dans Au revoir là-haut, qui là prend vraiment de l'ampleur, qui est vraiment au premier plan, dans le sens où elle avait vraiment la petite vie de, je dirais pas de dame à la maison, sans spécialement avoir le rôle de mère, enfin de dame de foyer, enfin de maîtresse de maison. Voilà, parce que son père était encore là. Elle avait vraiment un rôle après où son seul truc c'était de donner un enfant à son mari, ou être la bonne femme que monsieur va présenter à la société. Voilà. Là, elle a vraiment mis en avant. Donc c'est pour ça que vu qu'on n'est pas concentré sur les mêmes personnages sont mis en avant, ça peut aider à le lire dépendamment d'un de l'autre. Ce qui fait que oui, on va plus lire Couleur de l'incendie après Au revoir là-haut, c'est que bah là c'est le tome 2, Au revoir là-haut c'est le premier tome, et que vu d'un point de vue chronologie historique, on est au début des années 20, 1920 d'Au revoir là-haut. Là on est fin des années 20, début des années 30. Donc je pense que d'un point de vue chronologique c'est un peu plus logique aussi. Après, ça dépend du point de vue de chacun. Parce que je sais que Miroir de Dopin, là on est dans les années 40. On est en avril 40, 1940. Donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Je sais plus, je crois qu'on est déjà en pleine occupation. Mais en tout cas, là on est vraiment plus dans une espèce d'entre-deux. J'ai adoré les personnages de Madeleine et de Paul. Ils ont une relation de mère-fils qui est touchante. Madeleine ne veut pas inquiéter davantage plus son fils sur beaucoup de sujets. Quand Paul lui demande comment ça va maman, il dit ça va bien, mais Paul il est pas idiot. Il voit que sa mère ça va pas, mais quand Madeleine dit si tout va bien, il insiste pas. Je crois que l'un d'eux ne veut pas faire du souci à l'autre, tout simplement. Voilà, Paul je pense que c'est de dire maman va pas très bien, je vais pas insister. Madeleine c'est que quand Paul est tombé du deuxième étage, il est devenu paralysé du bas du corps, en fait, tout simplement, parce que la colonne vertébrale a été sectionnée à un endroit. Donc il est paralysé, il bégaye. Évidemment, il y a un moment où on va se faire du souci sur des relations que Paul pourrait avoir avec les femmes et tout. Donc évidemment, pour elle, c'est dur d'engager la conversation sur ce sujet-là. Donc je pense qu'elle veut pas davantage s'inquiéter son fils plus, plus qu'il est. Vis-à-vis de son état.
Paul, malgré ça, va retrouver un peu le goût, la joie de vivre par le biais de la musique, notamment via la musique chantée par Solange Gaïnato, pardon. Et par plus tard par faire de la publicité ou des choses comme ça. J'ai adoré aussi le personnage de Vladdy. Vladdy, c'est l'infirmière, en tout cas, la dame qui s'occupe beaucoup de Paul. C'est une dame qui est polonaise, si je dis pas de bêtises, elle parle pas un mot français, mais c'est l'archétype même de la bonne vivante, toujours le sourire, elle s'occupe très bien de Paul, d'ailleurs c'est, quand je vous dis elle donne le sourire, c'est exactement comme ça que Madeleine a essayé de choisir Vladdy pour s'occuper de Paul, c'est parce que elle a vu que Vladdy a vu que Paul c'était c'était fait sur lui hein, littéralement, et elle a fait des trucs qui fait que ça a fait sourire Paul et tout. Donc je vous dis, c'était vraiment la bonne vivante. Elle est toujours d'une humeur contagieuse. Pour elle, quand Madeleine va perdre de la maison et tout, Madeleine va trouver un petit appartement. Ils sont à je sais plus combien d'étages. Bah, c'est Vladdy qui va porter le fauteuil, qui va porter Paul, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Vraiment, Vladdy, je crois que c'est vraiment une personne qui est géniale. Certes, on comprend pas ce qu'elle dit, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle parle pas la même langue, mais elle a un truc qui est contagieux, qui est toujours... ça fait vraiment du bien. Je vous ai cité tout à l'heure le personnage de Solange Gaïnato, je l'ai détesté. Je crois que Pierre Lemaitre trouve toujours moyen de nous faire détester un personnage. Alors, le problème que j'ai avec Solange, c'est ce côté, elle coche toutes les cases de la diva à un but d'elle-même. C'est vraiment ce que j'ai. Le premier cas, c'est que j'ai l'impression que ce qu'il me disait, c'est son comportement vis-à-vis de Paul. Paul lui avait écrit une fois, donc comme ça qu'ils sont rentrés en contact. Et je sais pas si c'est le fait que Paul soit un fauteuil ou quoi, mais elle lui écrit beaucoup. Elle lui a donné 1001 surnoms. C'était surtout son petit Pinocchio, plein de trucs comme ça. Elle a dit oui, j'espère que tu pourras venir. Est-ce que dès que t'es un moment, tu pourras venir et tout. Je crois que, je sais pas si dire que non, Paul lui a jamais décrit, il dit que finalement, financièrement parlant, bah, ils ont tout perdu avec sa mère et tout. Donc c'était très, évidemment, je sais pas, il y a un truc qui me dérange vraiment avec Solange Gaïnato, c'est sa relation avec Paul. Mais je dirais que c'est une relation qui fait du bien à Paul, malheureusement. Mais ouais, j'ai vraiment eu du mal avec Solange par rapport à son comportement avec Paul. Faut vraiment le voir, enfin j'ai le voir pour ceux qui ont vu le film. Parce que ça c'est l'affiche du film hein, notamment. Film réalisé par Chris Cornillac. Mais là j'ai vraiment eu du mal avec celle-là, avec Solange. Je crois que le comportement avec Paul, j'ai envie de lui dire au bout d'un moment. Madeleine l'a ressenti aussi, hein, elle le ressent très bien, elle a du mal aussi avec Solange. Mais Madeleine elle est plus en mode, c'est pour le bien du Paul. Je suis d'accord. Si ça permet moralement de faire du bien à Paul, je suis d'accord. Mais son comportement, j'ai envie de la gifler par moment. Clairement, voilà. Vu comment elle a fini, je vais pas dire que tant mieux pour elle. Non, je suis pas si cruelle que ça. Mais j'ai eu du mal, en tout cas. Il y a des scènes dans le film, j'ai pas compris. Le coup de l'appartement à la fin du film. Ceux qui ont vu le film comprendront, je pense. Mais c'est ça qui est le plus énervé. Le comportement de Solange vis-à-vis de Paul. Qu'est-ce qu'elle a gagné pour l'impression qu'elle profite de ce petit handicap, de ce petit gars qui est en situation de handicap. Ouais, ça fait bizarre. Il y a un autre personnage, que ce soit Joubert, Delcourt ou l'oncle de Madeleine, j'ai oublié son nom. C'est Péricourt aussi, mais j'ai oublié son nom à l'oncle, Charles Péricourt. Eux, j'ai pas. Enfin, si mettent à 3 pour abuser d'une pauvre femme, ça va. En fait, les trois, ils étaient vraiment. Les trois là, ils avaient chacun leur plan de carrière, si je peux me permettre. Et ils ont abusé, on va dire, de la fortune de Madeleine, si je peux pas, en tout cas de l'influence des uns et des autres. Donc là, j'ai pas trop d'avis à donner. Un autre personnage qui est important, c'est Léonce. Voilà. Elle, je la déteste pas, je l'apprécie pas. J'ai pas d'avis tranché sur elle, je ressors rien pour elle. Clairement. Il y a eu des moments où oui, elle avait des trucs à gagner sur certains points, je suis d'accord. Mais le truc qu'il y a, c'est que je pense qu'elle est malheureusement victime d'elle-même, Léonce. Dans le sens où être la bonne de Madeleine, savoir que les rôles ont pu s'inverser entre Madeleine et Léonce, c'est une chose. Le fait que Madeleine et Léonce ont chacune profité l'une de l'autre. Au début, c'est Léonce qui a profité
de ce que la chute de Madeleine a pu lui apporter. Et après, c'est Madeleine qui a profité du statut de Léon sur certains sujets pour amener à bien sa vengeance. C'est ce que je disais au début vis-à-vis de Madeleine, qu'elle a su utiliser certaines personnes pour amener à bien sa vengeance. En tout cas, que certaines personnes pouvaient lui apporter un truc. Léonce, malheureusement, c'est un personnage un peu victime d'elle-même, surtout vers la fin. Je suis pas trop le voir non plus. J'ai écouté donc Au revoir là-haut, Couloir d'instinct en audio, il y avait une interview du Pierre Lemaitre. En effet, il s'est beaucoup entouré de spécialistes de l'époque, sur tout ce qui est système bancaire, politique et autres, pour, je pense, pour justement que ça colle plus à la réalité. Et c'est pour ça qu'on se sent vraiment bien dedans, dans le sens sur comment s'expliquer. Ça, c'est plutôt important. Je pense à reloquer. Et dans cette interview-là, de Pierre Lemaitre, donc sur Audible, il a confirmé l'homosexualité d'un personnage du temps précédent. Voilà, pour ceux qui ont regardé Au revoir là-haut, ont lu Au revoir là-haut, pardon, parce que c'est pas explicitement montré dans le film. Mais en tout cas, oui, on se doute bien que quand on lit Au revoir là-haut, il y a un personnage, on sent qu'il a un penchant homosexuel et Pierre Lemaitre l'a confirmé. Mais oui, en tout cas, et c'est ça que Pierre Lemaitre a très bien sûr retranscrit également dans l'interview, c'est que là, 540 pages, le film dure quoi, 2 heures je crois, au cours d'incendie, comme on voit là-haut, même pas. On peut pas faire entrer 140 pages dans les tout petits détails qui sont dans un film. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, qui a été d'ailleurs réalisé par Clovis Cornillac. D'ailleurs, j'avais commencé à écouter ce livre-là en 2022, quand l'année où est sorti le film. J'ai regardé le film sans avoir pu finir le livre. Alors évidemment, j'ai des choses qui me reviennent, qui en effet font que je sais qu'il y a des éléments qui ont changé entre le film et le roman. Pareil avec la BD par contre j'ai totalement oublié les différents détails. Alors oui, il y a des choses qui ont changé entre le... Pour la BD, je sais plus les éléments précis, etc. Je sais par exemple dans le film, alors Paul bégaye tout le long, et comme pour Edouard, il était souvent une ardoise. J'ai pas souvenir dans le film, et je crois pas qu'il a bégayé tout le long du film, Paul. Peut-être au début, mais après il a repris une fluidité de parole, tout ce qui est plus normal. De ce que ça avait l'air de comprendre aussi à la fin, apparemment Solange a... Bon, elle a offert, on va dire comme ça, un grand appartement à Paul et sa mère. C'est même pas mentionné dans le livre, par exemple. Mais en tout cas, est-ce que je ferai comme pour voir là-haut une vidéo où je fais les différences film, roman, BD? Je pense pas, je sais pas. Peut-être un jour ça ira, parce que je m'en fasse pour le film et la BD. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un roman très intéressant. Au début, je voulais enchaîner Mémoire de nos peines carrément de suite. Voilà, mais le courant de l'incendie était tellement intense que j'ai dit je vais peut-être attendre cet été pour me faire Mémoire de nos peines, qui est donc le dernier tome de la trilogie Les enfants du désastre. Donc là, je l'ai version avec photographie. La trilogie existe sous cette format-là, avec une photo en noir et blanc, qui reflète bien, je trouve, en effet d'histoire. Le premier, c'est un homme avec un masque et des sacs. Je vous les mettrai soit sur les fichages. Et pourquoi une femme de nos peines. Non, j'ai fait un mélange des deux. J'ai fait un mélange des deux là. Et pourquoi de l'incendie, c'est une femme qui sort d'une voiture. Miroir de nos peines, il fait 14 heures d'écoute. Alors, il fait pas plus court, il fait 570 pages. Pour l'instant, je me suis trompée. 14h10 aussi d'écoute. Alors, j'ai dit 16 heures. Mais en tout cas, oui, 14 heures, c'est long. Surtout pour des romans comme cela. Mais je pense que Miroir de l'incendie, je vais me le garder plus pour cet été. Je vais faire un peu une pause parce que c'était tellement intense que j'ai besoin que ça retombe un petit peu. Mais dans tous les cas, Miroir de l'incendie, je l'ai adoré. Belle retranscription de l'entre-deux-guerres. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que pour cette période-là de l'entre-deux-guerres, mettre en avant les femmes, c'était vraiment un très bon move de Pierre Lemaitre. C'est mon ressenti. Et en tout cas, c'était un super roman qui est juste génial. Je vous conseille, comme Au revoir là-haut d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment avoir un roman qui vraiment est assez fidèle à la réalité de l'entre-deux-guerres. En tout cas, c'est fut hyper chouette. Ma chronique sur le tome 2 des enfants du désastre de Pierre Lemaitre, de Couleur de l'incendie, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente.
de le lire si vous voulez lire la BD ou même voir le film. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.